Nous retrouvons donc le rendez-vous Paris-Mat pour ouvrir maintenant la première table ronde de ce rendez-vous intitulée « Résurgence des risques de guerre et politique en assurance transport » avec un exemple, le golfe de Guinée. Nous accueillons pour en parler le capitaine de corvette Gilles Chéab, commandant du MICA Center. Bonjour. Vous serez le premier à prendre la parole pour témoigner de votre expérience de terrain. N'hésitez pas du côté du public à poser vos questions dès le début de l'atelier sur le chat. Les questions arrivent ici, nous pourrons les transmettre à l'issue de la première intervention si vous souhaitez poser des questions à Monsieur Gilles Chéab. Nous entendrons ensuite Mathilde Doquier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la notation des pays en risque de guerre pour le Sésame. Nous entendrons aussi Andrew Rosdell, responsable adjoint marine et aviation pour Tizer Belgium, qui est à distance, mais qui est avec nous également. Et je passe tout de suite la parole au responsable de cet atelier, Frédéric Denefle, directeur général du GAREX. Bonjour. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour cette introduction qui me permet de tout de suite rentrer dans le vif du sujet en rappelant que la mise en œuvre d'une table ronde sur le risque de guerre en transport cette année dans le cadre du rendez-vous de l'assurance transport et dans le domaine maritime ne relève certainement pas du hasard. Les assureurs maritimes sont les seuls acteurs, et il faudra sans cesse le rappeler, à mettre en œuvre de l'assurance contre le risque de guerre dans le cadre donc, de la totalité des risques que l'on trouve en matière d'assurance entreprise. Et en outre, depuis un certain nombre d'années, on y reviendra un petit peu plus tard, les situations géopolitiques auxquelles nous sommes confrontés relèvent quasiment chaque semaine de nouvelles menaces qui se caractérisent sur les espaces maritimes et ponctuellement sur les navires marchands. Donc dans un cadre comme celui-ci, nous étudierons très brièvement un rappel sur le fait que le risque de guerre est une menace sur la navigation et le transport commercial de très longue date. Nous ferons un tout petit point sur le rôle que l'État français a joué en la matière. Et puis nous terminerons par un petit rappel sur les spécificités des garanties qui sont offertes par le marché français. Et nous rappellerons à quel point la résurgence des crises géopolitiques doivent conduire les acteurs de l'assurance maritime à prendre toutes mesures pour s'assurer contre ces risques. Donc, l'assurance contre les risques de guerre constitue de longue date, comme je le disais en introduction, une menace sur la navigation et le transport commercial. Dans un premier temps, c'est la piraterie et les guerres de course en mer qui ont conduit les assureurs à la mise en œuvre de ce type de garantie qui était considéré comme des risques ordinaires. Le pirate était qualifié de menace de mer, tout comme une tempête ou tout comme une erreur de navigation. Les navires faisaient l'objet d'attaques de l'ennemi du genre humain, c'était bien les pirates, c'était les corsaires, et en tout état de cause, c'était le premier des risques d'utilisation de la violence contre lequel les exportateurs et les propriétaires de navires voulaient s'assurer. Plus tard, à la fin de l'Ancien Régime, les violences en mer contre les navires ont trouvé leur source dans les guerres coloniales qui opposaient les puissances européennes qui déployèrent sur mer des marines militaires capables de détourner, confisquer, saisir ou détruire des navires de commerce armés par des puissances ennemies uniquement en vue de déstabiliser le commerce maritime, source de puissance et source de développement et de déploiement politique. Le XXe siècle constitua un paroxysme des attaques ou de mesures de coercition telles que embargo, angarie, un terme très ancien pour saisie contre les navires, ou capture et autres formes de réquisition contre les navires marchands des pays qui participaient à l'approvisionnement stratégique des nations en guerre, étaient pratiquées avec beaucoup de régularité. L'idée étant, à l'occasion de ces conflits, de déstabiliser ses ennemis en touchant au plus près toutes ces sources d'approvisionnement et créer le plus possible de traumatisme auprès des populations afin de précipiter des accès donc, à des négociations et à la mise en place de mesures de paix. L'État français est un acteur historique de l'assurance en matière de risque de guerre et on ne le répétera jamais assez. À un moment où les guerres étaient malheureusement incontournables au XXe siècle, que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'État a mis en place des régimes par lesquels il a appuyé la mise en œuvre de solutions assurantielles pour que les acteurs privés puissent trouver des moyens de protéger leur patrimoine ou leurs intérêts contre ces risques de guerre.
Ces interventions de l'État étaient à géométrie variable et étaient renforcées évidemment au moment de ces risques de guerre dans la mesure où le marché avait complètement, et le marché déserte, entre parenthèses, la souscription de ces risques dès lors que le risque est aussi bien matérialisé. Donc à partir du moment où l'assureur est intervenu, l'État est intervenu, eh bien, des solutions assurantielles ont été mises en place avec le concours de l'État. Et ces garanties qui ont été offertes sont à l'origine de ce que l'on appelle la garantie dite étendue, anciennement dénommée garantie bout en bout, qui était en fait le résultat d'une demande des exportateurs ou importateurs français qui voulaient que les commerces de marchandises soient protégés dès les sorties des entrepôts, des territoires des anciennes colonies, jusqu'à livraison dans les entrepôts métropolitains ou dans les pays de destination commerciale de ces marchandises. Et c'est en fait avec l'intervention de l'État qui s'est terminée donc, en 2017, lorsque la Caisse centrale de réassurance a décidé de mettre un terme à cet appui à la réassurance des risques de guerre, eh bien, la solution assurantielle, elle, est restée en place et a perduré. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde de plus près la solution qui est mise en œuvre du fait de ces incursions de l'État français dans l'organisation du droit et de la constitution de ces assurances contre les risques de guerre. Compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de ce risque, la loi prévoit d'abord un régime d'exclusion, c'est ce que l'on appelle les exclusions légales, et laisse au marché le soin de laisser aux parties l'organisation de la mise en place d'une garantie spécifique, que ce soit du côté de l'assurance corps de navire ou que ce soit du côté de l'assurance faculté. Les parties, considérant le fait que ces risques exceptionnels, risques de guerre, sont exclus, doivent mettre en place, à travers l'assurance faculté ou l'assurance corps de navire, des risques qui vont être bel et bien identifiés et couverts dans le cadre de clauses d'extension, de clauses additionnelles qui vont permettre de bénéficier d'une couverture contre ces menaces. Donc vous avez ici le rappel des exclusions légales. La façon et la méthodologie qui a été adoptée a été de reprendre ces exclusions, de les intégrer dans ces conditions extensives, plus extensives donc, et vous verrez que ces conditions de marché sont un peu plus larges que les exclusions qui sont prévues donc dans le droit français et permettent d'avoir une couverture relativement cohérente et relativement complète. Alors, quels sont, au-delà du texte de ces risques qui sont identifiés dans ces contrats spécifiques, dans ces risques additionnels, quelles sont les spécificités du risque de guerre en transport français, en matière de transport, donc selon le droit français? Eh bien, d'abord, nous avons des garanties RG, risque de guerre corps ou faculté, qui viennent en complément de ce qui est souscrit en matière de risque ordinaire. Ça c'est le premier principe qu'il faut toujours avoir à l'esprit lorsqu'on construit cette approche. Ensuite, il faut avoir à l'esprit le fait que le risque de guerre est un risque, est une garantie qui est limitée sur le plan géographique, avec l'identification de zones à risque aggravé. Une fois que les navires ou les marchandises rentrent dans ces zones, eh bien, il va y avoir une tarification adaptée et une limitation de la garantie dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la dangerosité de la dite zone. Enfin, nous avons, avec les possibilités de garantir les marchandises à terre, offertes par le principe de la garantie étendue, nous avons la possibilité de garantir des marchandises qui sont en transit ou en stockage. Et puis enfin, l'une des dernières spécificités, et non des moindres, c'est le régime français qui a voulu être le plus précis possible pour apporter une protection aux acheteurs d'assurance, avec la présomption de rattachement d'un sinistre dont la cause serait difficile à déterminer, à ce que l'on appelle un risque de mer ou à un événement de mer. Donc typiquement, si on ne sait pas quelle est la cause de l'origine d'un dommage, que ce soit un risque de guerre ou un risque maritime pur et classique, eh bien, automatiquement, la loi prévoit que cette perte sera rattachée à un événement de mer. Alors enfin,
le dernier point sur lequel je voulais finir cette introduction, c'est la question de savoir si on doit, lorsqu'on est un exportateur ou un armateur, acheter une assurance contre le risque de guerre. Eh bien, en préparant cette intervention, je me suis remémoré les nombreuses crises auxquelles nous avons été confrontés depuis un certain nombre d'années, et pas sur une très longue période. Depuis 2017, nous avons des résurgences d'incidents en mer de Chine. En 2019, nous avons eu des problèmes de saisie de marchandises et de navires au Venezuela, à la suite des embargos américains contre une société d'État vénézuélienne. Nous avons eu, depuis 2016 jusqu'en 2021, de nombreuses attaques contre des tankers et des gaziers qui passent au large du Yémen. Nous avons évidemment en mémoire les attaques de tankers en 2019, en mai et en juin 2019, qui ont occasionné des dommages et des détournements de marchandises chargées à bord de bateaux qui ont été arrêtés pendant des mois. Et puis enfin, et c'est sans doute pas le moindre des sujets auxquels nous soyons confrontés en matière de risque de guerre, nous avons les événements récurrents qui se produisent dans le golfe de Guinée depuis de nombreuses années et qui ont connu une accélération ces derniers mois, sur lesquels eh bien, il fallait que nous ayons une explication complémentaire. Et je pense que c'est ce que le commandant Chehab va pouvoir délivrer pour nous éclairer sur les caractéristiques du risque exceptionnel auquel nous sommes confrontés dans le golfe de Guinée. Voilà, je vous passe la parole. Oui, merci. Commandant. Merci. Très bien, oui, effectivement, c'était intéressant de rappeler que la piraterie n'est pas nouvelle et qu'elle existe, je dirais presque depuis la nuit des temps, depuis que les hommes vont sur l'eau et qui mettent des marchandises sur le bateau. Et effectivement, elle a été assez occultée pendant le XXe siècle, en particulier avec les deux guerres mondiales. Et puis à l'issue de ces deux guerres, deux blocs qui se sont un petit peu affrontés, la guerre froide, et qui permettaient à de nombreuses marines de naviguer sur l'ensemble des mers et qui maintenaient, je dirais, la piraterie à terre, même s'il y avait des événements qui se produisaient mais dont on ne parlait pas. Il me semble nécessaire, avant de commencer, de distinguer piraterie et brigandage. On a tendance, et les médias ont tendance à parler de piraterie dès qu'il se passe un événement sur l'eau. La piraterie, ce sont les événements qui se produisent à plus de 12 nautiques des côtes, dans les eaux internationales. Dès lors qu'on est dans les eaux nationales, on parle de brigandage. Alors si on va parler des détroits de Malacca ou de Singapour, on parlera systématiquement de brigandage, et effectivement, ce sont en général des jeunes gens, des brigands qui montent sur les navires, même lorsque le navire est en route. Ils volent du matériel et ils s'en vont. Il n'y a jamais de contact avec les équipages. Dans le golfe de Guinée, je serais tenté de dire que c'est un peu plus sensible parce qu'on a effectivement les brigands sur l'ensemble du golfe de Guinée, donc en partant en gros du Sénégal jusqu'à l'Angola, donc sur une surface très importante. Et le long de la côte, il y a dans les ports et à quai et dans les zones de mouillage des jeunes gens, des brigands qui viennent voler. Ce sont des brigandages. Mais il y a également de la piraterie. Beaucoup de piraterie d'ailleurs, pour ainsi dire, le seul endroit au monde actuellement où il y a de la piraterie. Et la piraterie, ce sont de vrais gangs organisés qui vont au large, au-delà des 12 nautiques, avec l'objectif en particulier, dans le golfe de Guinée, de kidnapper des équipages pour être rançonnés par la suite. Alors, je tiens à le préciser parce que malgré tout, dans le golfe de Guinée, la distinction est difficile car les pirates, les gangs organisés, s'attaquent parfois à des navires qui sont dans les eaux territoriales. Pour autant, lorsqu'ils prennent l'équipage et qu'ils partent avec l'équipage, on ne peut pas parler de brigandage. Donc c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle d'événements dans le golfe de Guinée. Alors, Essayez l'autre. La deuxième télécommande. Oui, excusez-moi. Non, on a l'air d'avoir un souci de PowerPoint. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant du golfe de Guinée, évidemment. Je vais commencer pour vous parler des événements qui se passent dans le golfe de Guinée, à vous parler du contexte, en particulier géographique.
Alors voilà une carte, en gros, de la surface du golfe de Guinée. Donc le golfe de Guinée, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est 3 500 000 km². C'est énorme. C'est énorme. C'est un peu moins grand que l'Europe, mais c'est énorme. Avec une zone assez dense dans le fond que j'ai encerclé, du cercle noir, qui représente 500 000 km², donc à peu près la surface de l'Espagne. Et c'est la zone dans laquelle il y a le plus d'incidents, notamment de piraterie, de kidnapping. Et si vous comparez cette zone à la petite image qui est sur la droite, elles sont posées à la même échelle. À droite, c'est le golfe d'Aden, là où il y a eu beaucoup d'événements il y a une dizaine d'années. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même approche. Dans le golfe d'Aden, on a mis en place un corridor. Les navires entrent par un côté, sortent par l'autre côté. Ils transitent. Il suffit de mettre un navire de guerre. Et finalement, je ne vais pas dire que c'est réglé, mais ça limite la possibilité des pirates d'attaquer des navires. Donc ça a été mis en œuvre très rapidement, dès 2008, avec l'opération européenne Atalanta en particulier. Dans le golfe de Guinée, c'est très différent. Donc vous voyez une surface énorme, également de très nombreux États, donc 19 États qui doivent se coordonner s'ils veulent lutter contre l'insécurité, évidemment. Il y a par ailleurs 2 grands ports africains, donc 5 des grands ports africains. Donc ça veut dire qu'il y a un trafic intense, aussi bien à l'import qu'à l'export. Donc c'est important. Et c'est important car les navires vont et viennent à des endroits différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un port d'entrée et une porte de sortie. Il y a des navires qui se dirigent après vers l'Europe, d'autres qui se dirigent vers l'Afrique du Sud pour aller vers l'Asie. Certains vont vers les Amériques. Et donc, en fait, vous avez une navigation tout azimut qui ne permet pas de surveiller tout ce qui se passe. C'est un point qu'il faut noter. Et donc le trafic est intense. En gros, dans la zone, on va dénombrer en permanence 2500 grands navires qui circulent à toute heure. Et donc ça fait, effectivement, on parle de la région la plus dangereuse au monde parce qu'il y a des groupes de pirates, et les groupes de pirates, ils sont difficilement appréhendables. D'où le besoin de trouver des solutions, et notamment pour les pays de la région, donc, qui se sont réunis en 2013 donc, à Yaoundé. Et le sommet de Yaoundé s'est traduit par la définition d'un processus global permettant de lutter contre l'insécurité maritime. Alors, je vais vous donner quelques chiffres quand même pour vous éclairer sur ce qui se passe dans le golfe de Guinée. Alors, je les ai pris là sur les 6 dernières années. Donc, vous voyez qu'en 2019 et 2020, 111 et 114 événements enregistrés par le Mica Center dans le golfe de Guinée. Alors, quand je parle d'événements, ce ne sont pas des cas de piraterie forcément, mais ce sont des événements qui gênent la navigation commerciale, qui gênent les navires. L'année dernière, 142 marins ont été kidnappés. Alors quand on dit kidnappés, ça veut dire qu'ils sont pris par des pirates, ils sont emmenés dans le delta du Niger en particulier, et en gros, ils y restent entre 1 mois et 2 mois. Voilà. Donc c'est pas très, très agréable. En tout cas, on imagine qu'ils ne doivent pas vivre des moments faciles. Donc 142 l'année dernière et 146 en 2019, donc un peu plus en 2019. Alors vous voyez que c'est assez stable, enfin sur les 2 dernières années c'était assez stable. En jaune, vous n'avez que les vols, donc ça représente déjà une bonne partie des événements, donc c'est le brigandage. En orange, ce sont les actes, les volontés avérées de la part de brigands ou de pirates. Et en rouge et en noir, ce sont, là pour le coup, des attaques, voire des hijackings, c'est-à-dire le contrôle du navire. Donc vous voyez que ça représente presque la moitié des événements enregistrés dans le golfe de Guinée, ce qui n'est évidemment pas admissible. Alors ce qui est intéressant, j'ai mis les 3 derniers semestres, c'est intéressant de le noter. Le premier semestre 2021 a connu une forte baisse des événements.
Est-ce que ça va se prolonger sur l'année? C'est difficile de l'anticiper. Ce n'est pas lié au Covid, certainement pas. En revanche, c'est sans doute lié à toutes les mesures qui sont prises par les États et par la communauté internationale. Et ces éléments, je vais évidemment y revenir plus tard. Donc, depuis le début de l'année, 50 marins ont été kidnappés dans le golfe de Guinée. Il y en a actuellement 10 qui sont encore en otage. Alors, que peut-on retenir de ces éléments? Avant de passer à mon point suivant, d'abord, les distances à la côte sont de plus en plus longues. Les pirates sont de mieux en mieux organisés, ont un matériel de plus en plus perfectionné et sont capables d'aller très loin. Et alors, comme ils vont très loin, ils attaquent des navires à 200 nautiques de la côte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait à peu près 380 km de la côte, donc c'est énorme, avec des petites embarcations en bois. Et alors, ils y vont, pourquoi? Parce qu'ils ont un sentiment d'immunité. C'est simple, à 200 nautiques de la côte, avant qu'un patrouilleur d'une marine locale vienne leur barrer la route, et bien forcément, il va se passer beaucoup de temps. Du coup, ils montent sur les navires et ils prennent le temps, en particulier, d'aller chercher l'équipage lorsqu'il a eu le temps de se mettre dans une citadelle. Tous les navires modernes ont une citadelle. Les équipages, lorsqu'ils sont alertés, vont dans la citadelle. Alors, les navires très modernes ont une citadelle qui n'est même pas donnée dans le plan de compartimentage du navire, donc c'est parfait. Mais les navires un peu plus anciens, eh bien, la citadelle, en général, est facilement identifiable et les pirates, en général, la trouvent et prennent le temps pour casser la porte et récupérer l'équipage. Donc ça, c'est un point important. Les pirates vont très très loin. Deuxième point, ils prennent beaucoup de personnes en otage. Il y a encore 4-5 ans, ils prenaient 3-4 marins, en général le capitaine, le chef machine, enfin 3-4 marins. Maintenant, c'est 10, si possible. On en a eu un record l'année dernière à 20. Donc c'est énorme. Et en fait, ils font un package. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pris les marins, ils vont à terre et après ils disent voilà, j'ai besoin de telle rançon. C'est pas par tête, mais le fait d'avoir plein de marins, forcément, c'est plus, ça pèse dans la balance. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Et il y a également un élément à prendre en compte, c'est la saisonnalité. Il y a une période sèche dans cette zone qui commence fin octobre et qui perdure jusqu'en mars. Et donc là, c'est l'occasion pour les pirates d'aller au large, parce que la mer est calme, il pleut rarement et il y a peu de vent. Et donc, cette période-là est très sensible. Et donc, les navires sont vraiment alertés durant cette période. Et on les invite à prendre des mesures qui leur permettent de ne pas se faire, de ne pas laisser les pirates monter à bord et de ne pas se faire kidnapper. Alors, que font les États? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du sommet de Yaoundé en 2013. Il a débouché sur une architecture, l'architecture du Code de Yaoundé. Donc, ce sont tous les États riverains qui s'entendent pour se coordonner et pour assurer la sécurité, avoir une bonne vision de ce qui se passe sur l'ensemble du golfe de Guinée. Donc, vous avez un centre interrégional de coordination, qui est le CIC, qui est à Yaoundé. Et vous avez après des centres régionaux et ça finit avec des centres nationaux. Tous ces centres communiquent entre eux et doivent avoir la situation dans le golfe de Guinée la plus précise possible. La communauté internationale aide ces pays à être encore plus efficaces. Donc vous avez en particulier l'Europe qui est très présente. Il y a notamment un projet qui s'appelle Gogin qui permet à tous les centres de se connecter sur un réseau. Et ça permet à tout le monde d'avoir la même situation surface dans le golfe de Guinée et surtout, lorsqu'il y a un problème, d'alerter ensemble toute la communauté qui surveille la zone.
Et pour aider également le fonctionnement, il y a en particulier le MDAT-GOG, qui est le Maritime Domain Awareness for Trade, dont la cellule se situe au MICA Center et sur lequel je reviendrai tout à l'heure. La France n'est pas en reste puisqu'il y a la mission Corimbe. La mission Corimbe, c'est un déploiement d'un navire de guerre français dans le golfe de Guinée. Ce déploiement a 30 ans maintenant. Depuis 30 ans, il y a en permanence un navire de guerre français dans le golfe de Guinée. Alors initialement, il ne va pas pour combattre la piraterie, mais ça fait partie maintenant d'un point pour lequel il est très attentif. Il va en particulier aider les marines à progresser. On fait de nombreux exercices pour que les marines locales deviennent de plus en plus efficaces. Alors le MICA Center, pour parler du MICA Center, puisqu'on est vraiment concerné par le golfe de Guinée, il a été créé en 2016. C'est une unité assez récente. Donc l'objectif du MICA Center, hein, c'est un centre de fusion de l'information maritime. Donc on y recueille toute l'information qui vient à la fois des acteurs privés mais des acteurs étatiques, et en la récupérant, on a une base de données, on la fusionne, on la vérifie et on peut redonner cette information à tous les acteurs. Forcément, lorsqu'un acteur nous donne une petite information, eh bien, il la récupère au centuple, et on peut surtout faire des évaluations sécuritaires, parce que c'est la Marine nationale, évidemment, et on fait des évaluations sécuritaires que l'on publie à différents acteurs, notamment ceux qui sont inscrits à un protocole et qui leur permettent d'avoir une situation très claire sur la semaine. C'est une évaluation hebdomadaire sur ce qui va se trouver dans la zone. Voilà. Au MICA Center, il y a 3 cellules. La première, le MSHOA, qui est la cellule qui fait le lien entre les navires de commerce et l'opération Atalante. L'opération Atalanta, c'est le golfe d'Aden et le bassin somalien. Opération européenne dont l'état-major se situe à Rota en Espagne. Il y a le Maritime Domain Awareness for Trade, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment une cellule importante. Elle a 5 ans aujourd'hui. Elle a été créée à la demande de l'industrie maritime et en soutien à Yaoundé, à l'architecture de Yaoundé. Donc c'est vraiment une cellule qui travaille pour la sûreté de l'espace du golfe de Guinée. En fait, c'est très simple. C'est un mécanisme de report virtuel. Les navires, lorsqu'ils entrent dans le golfe, contactent cette cellule et ils sont suivis quotidiennement. S'ils font face à un problème, ils préviennent cette cellule qui, elle, après, prévient l'ensemble de l'architecture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de pavillon français, ce sont tous les navires qui peuvent évidemment s'inscrire auprès du MDAT-GOG. Et le MDAT-GOG, après, fait des analyses, des statistiques qu'il diffuse. Voilà. Et enfin, il y a le centre de coopération navale. Le centre de coopération navale, c'est la cellule, je dirais, qui est à la base de la création du MICA Center. Elle a remplacé le contrôle naval volontaire qui existait avant. Cette coopération navale volontaire, elle est ouverte à tous les armateurs, mais pas que. Donc elle était ouverte qu'aux armateurs français jusqu'en 2019. Depuis 2019, les armateurs étrangers peuvent s'inscrire auprès de cette cellule par le biais d'un protocole. L'intérêt, c'est qu'il y a une veille sur l'ensemble du monde, c'est intéressant, avec 4 zones en particulier, évidemment, que sont le golfe de Guinée, la Méditerranée, l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est. Et donc, l'intérêt, à la fois pour la marine et pour l'industrie maritime, c'est d'échanger en permanence de l'information, et ce qui permet après à la marine d'avoir des éléments forts, complets, qu'elle adresse à nouveau aux navires et à l'industrie maritime. Donc c'est dans ce cadre-là qu'elle fait des évaluations sécuritaires par zone. Voilà. Et alors, pour continuer dans les relations que le MICA Center a avec les armateurs, évidemment, ces relations sont quotidiennes avec les navires
de façon quotidienne, mais également on a des réunions, notamment la marine et les armateurs ont des réunions semestrielles, plus parfois quand on veut entrer un petit peu dans le technique, mais on s'attache vraiment à échanger pour que nous, la marine, on comprenne mieux les attentes des marines de commerce et que la marine de commerce comprenne mieux également comment on travaille. Et c'est à ce prix, finalement, qu'on progresse, je dirais, de façon presque mensuelle. Le MICA Center, évidemment, participe à des séminaires avec l'industrie maritime, mais également avec d'autres centres comme le MICA Center, puisqu'il y en a plusieurs dans le monde, notamment celui de Singapour, il y a New Delhi. Dans ces centres, il y a également un officier français, un officier de marine français qui est affecté là-bas et qui échange avec nous. Donc en fait, on a réussi à créer un réseau mondial qui permet d'avoir une bonne vision de tout ce qui se passe sur les océans. C'est ainsi qu'on arrive à progresser, et en tout cas dans le Golfe de Guinée, c'est ce qu'on essaie de faire, en participant à tous les séminaires qui ont lieu dans le Golfe de Guinée, et en aidant en particulier, évidemment, tous ces pays du Golfe, parce qu'il n'y a pas d'État failli là-bas. C'est pas comme dans le Golfe d'Aden, où finalement la Somalie est un État failli, c'était très simple d'intervenir, on n'a pas besoin de demander d'autorisation. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Chaque État exige de savoir ce qui se passe dans ses eaux territoriales et ne peut pas admettre qu'on intervienne sans lui demander l'autorisation. Voilà pour le MICA Center. Merci beaucoup pour la richesse de cette présentation, effectivement concrète et très précise. Je précise à notre public virtuel cette année qu'il est possible de télécharger effectivement les données que vous nous avez montrées dans l'espace de chat. Mathilde Ocquière, nous allons maintenant évoquer la façon dont les assureurs maritimes apprécient le risque de guerre. Oui, tout à fait. Comme Frédéric Denefle l'a indiqué précédemment, les assureurs risques de guerre ont depuis déjà de nombreuses années un système permettant d'évaluer le risque de guerre et la dangerosité des pays dans lesquels ils vont proposer une couverture d'assurance. Ce système d'évaluation, il passe par la mise en place d'une notation des pays en fonction de critères d'évaluation que je vais évoquer dans quelques minutes. Alors, mon propos aujourd'hui va être divisé en trois parties. Je vais d'abord vous rappeler le contexte dans lequel le Sésame a été mandaté depuis le 1er septembre 2018 pour reprendre ce système de notation des pays. Vous expliquer le fonctionnement de ce système de notation, les critères qui ont été mis en place, notre méthodologie, et terminer avec les évolutions qui vont avoir lieu au 1er juillet 2021. J'évoquais donc un système de notation des pays, et je pense qu'il est important de rappeler ici que ce système de notation des pays n'est pas un système et un fonctionnement propre aux assureurs risques de guerre. C'est évidemment un système qu'on retrouve dans plusieurs écosystèmes professionnels similaires, mais qui peuvent être à la fois publics et privés. Je ne vais pas m'étaler aujourd'hui sur les notations des grandes agences de notation, type Standard & Poor's ou Euler Hermes qu'on connaît tous. Je citerai en exemple la notation de pays mise en place par l'OCDE, qui permet d'évaluer le risque crédit avec une échelle qui va de 0 à 7 et qui a pour but principal d'évaluer le risque de transfert et de convertibilité, les États qui imposent un contrôle d'échange qui va limiter les possibilités à ce niveau-là. On a aussi un système de notation qui a été mis en place par la COFAS, qui attribue à plus de 160 pays une note allant officiellement de A à E, le E n'étant pas utilisé, donc de A à D actuellement, afin d'estimer d'une part le risque d'impayé des entreprises d'un pays et plus généralement d'évaluer l'environnement général d'affaires dans lequel évoluent ces différentes entreprises. Enfin, évidemment, plus proche de nous et de notre intervention aujourd'hui, on a les systèmes d'évaluation qui ont été mis en place par les Anglais, le Joint Cargo Committee qui, avec l'aide de IHS, a mis en place un système d'évaluation qui va de 0 à 10 et qui passe par une gradation de toutes les décimales. Voilà
des systèmes d'évaluation pays qu'on retrouve et que l'on connaît aujourd'hui. Alors, en matière d'assurance risque de guerre applicable aux marchandises transportées et sur le marché français, c'était traditionnellement la CTCR qui a été créée en 1946, qui, agissant avec la garantie de l'État à l'époque, assurait et réassurait les risques exceptionnels qui se rapportaient au transport de marchandises. Il est important de noter ici le particularisme du marché français lié à l'existence d'une garantie étendue, qui est quand même un interdit de souscription partout dans le monde, sauf en France, et qui permet, que la CTCR soit à la fois assureur sur la partie terrestre et réassureur sur la partie maritime avec la garantie d'État. C'est donc dans cet écosystème la CCR, qui émettait une évaluation risque pays liée à son activité de réassureur avec un système de notation qui allait de 1 à 9, 1 étant la note la plus faible, 9 la note la plus élevée. En 2018, la CCR a décidé d'arrêter son activité de réassurance des risques exceptionnels liés au transport de marchandises et, ce faisant, d'arrêter son évaluation des pays s'afférant à cette réassurance. Et c'est le Cesam qui s'est vu confier par son conseil d'administration la tâche de reprendre cette notation des pays en risque de guerre applicable aux marchandises transportées. Alors, le Cesam a tout d'abord repris la liste de la CCR le 1er septembre 2018, de manière totalement identique à ce qui existait, sans changement, en reprenant uniquement cette liste et en étant quand même attentif aux situations graves, exceptionnelles, qui pouvaient modifier les risques de certains pays. On aura notamment le cas en décembre 2018, suite au regain de tensions qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine. Le Cesam a modifié la note de cette région d'Ukraine, le Donbass, en augmentant évidemment le risque de ce pays. Mais globalement, une reprise à l'identique jusqu'au 1er avril 2019, puis une réévaluation totale de la notation de chaque pays prévue au 1er avril 2020. Et à cette fin, il y a un comité de travail qui a été mis en place au sein de la COMACT, qui a regroupé l'ensemble des acteurs du marché pour se mettre d'accord sur les critères, j'y reviendrai, et les principales évolutions que la notation Cesam apportera par rapport à ce qui existait avec la CCR. Alors, les principales évolutions, quelles sont-elles ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il est important d'en citer quand même quelques-unes. La première, c'est la suppression de la note 9, qui était précédemment utilisée par la CCR. La note 9, elle correspondait aux États sous sanction. Et au Cesam, on a considéré que ce recensement des États sous sanction ne faisait pas partie de la mission qui avait été confiée au Cesam, et que nous, on était là pour évaluer la dangerosité des pays en matière de risque de guerre applicable au transport de marchandises, mais que ce recensement des pays sous sanction, elle dépendait des services compliance de chaque société du marché français, et que donc on ne reprendrait pas cette notation 9, on a donc désormais une échelle qui va de 1 à 8. Autre évolution importante, c'est la division de certains pays en plusieurs zones. Alors, j'ai cité précédemment l'exemple de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine est divisée en 3 zones. Vous avez la péninsule de Crimée, la zone des oblasts de Donetsk et de Louhansk, et puis le reste de l'Ukraine. On peut aussi citer, à titre d'exemple, la création en juillet 2019 d'une zone frontalière avec le Yémen qui regroupait les provinces de Jizan, Azir et Najran, suite aux tensions qu'il y a eu dans cette région. Bien évidemment, le fait de diviser certains pays en plusieurs zones doit répondre à un besoin opérationnel. Le but ici n'est pas de diviser l'ensemble des pays en une kyriade de zones différentes qui seraient
impossible à suivre d'un point de vue opérationnel. Donc c'est vraiment quand on a des situations concrètes particulièrement différentes d'une zone de pays, d'un pays à un autre, qu'on met en place cette division de certains pays. Troisième évolution, et non des moindres, la création de zones maritimes qui ne dépendent pas des eaux territoriales des pays limitrophes. C'était une demande qui a été faite par le marché, constatant la multiplication des situations à risque dans ces zones maritimes internationales qui échappaient précédemment au contrôle et à la notation de la CCR, puisqu'elle était jusqu'à présent limitée à la surface d'intervention d'un État. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'indiquait le commandant de Chehab sur le golfe de Guinée, puisque au 1er avril 2020, le SESAM a créé 12 zones maritimes internationales, dont une des plus importantes aujourd'hui est effectivement le golfe de Guinée, qui permet d'appréhender les événements qui se déroulent dans ces eaux qui échappent aux eaux territoriales de l'État. Autre évolution importante à rappeler, le SESAM a pris la décision de ne pas noter la Corée du Nord, faute d'informations objectives permettant de le faire. Donc on a été très transparent là-dessus. La Corée du Nord échappe à nos possibilités de notation. Elle n'est donc pas évaluée par le SESAM. Après deux évolutions plus techniques, l'ensemble des territoires d'un État est inclus évidemment dans la notation d'un État, ce qui n'était pas le cas avant. L'exemple des Antilles françaises, typiquement, la France est notée 2. C'est effectivement le cas aussi pour les Antilles françaises, sauf convention particulière et cas particuliers empêchant cette notation globale. Enfin, toujours d'un point de vue très opérationnel, on considère que les zones sans façade maritime, pour ces zones-là, la notation garantie waterborne sera identique à la garantie étendue. Sur les critères de notation, le principe est assez simple. Le SESAM base cette évolution sur le recensement des situations susceptibles d'être à l'origine de sinistres pouvant être déclarés au titre de la police française risque de guerre applicable au transport de marchandises. Il s'agit donc d'une évaluation qui est basée sur des faits avérés, qui sont identifiés de manière précise et non sur une évaluation prospective en fonction d'éléments de contexte. Pour cela, le SESAM fait évidemment appel à une société spécialisée dans l'évaluation et l'analyse de ces types de risques. On reprend évidemment la police française proposée par l'AFFA qui cite au titre de ces risques les situations de guerre, les risques de saisie, les émeutes, les risques de terrorisme, de piraterie. Ce sont évidemment un ensemble d'éléments qui nous permet au SESAM de proposer une notation pour chaque pays. On a aussi des éléments de contexte plus généraux qui vont influencer la notation proposée par le SESAM, notamment les niveaux de corruption et la fiabilité des autorités qui jouent un rôle dans ce transport de marchandises. On pense évidemment notamment aux douanes. On étudie évidemment et on analyse avec précision la fiabilité des douanes dans certains pays. De manière générale, on prend en considération à la fois l'intensité, la fréquence, la durée et l'impact sur le transport de marchandises que ces différents événements peuvent avoir sur le transport. Alors, une fois ces évolutions fixées, la méthodologie appliquée par le SESAM, elle est assez limpide. On a des critères, on a une notation à effectuer sur une échelle donc de 1 à 8, je le disais, plus de note 9, et une notation qui est révisée de manière trimestrielle, sauf cas particulier qui oblige le SESAM à se positionner rapidement suite à la dégradation d'une situation dans un pays et généralement dans une zone particulière du pays. Tous ces changements de notation, qu'ils soient trimestriels ou exceptionnels, sont accompagnés par une information au marché via les news que le SESAM émet régulièrement à ce sujet et de manière plus particulière par une notice explicative qui
justifie systématiquement tout changement de notation. Alors, hormis la révision globale qu'on a fait en avril 2020, où là, il n'était pas possible d'émettre, c'était un rééquilibrage, mais sinon, il y aura systématiquement une notice explicative que vous trouvez sur le site du Sésame, et qui est d'ailleurs, je le rappelle, accessible à tout le monde en libre accès sur notre site. Enfin, on a, pour une question de stabilité, et étant donné l'échelle de notation de 1 à 8 que nous avons, on a pris le parti que toute diminution de notes devra systématiquement être justifiée par une période minimale de 6 mois après le dernier événement qui justifiait la note précédente. C'est important, c'est ce qui permet aussi à cette notation d'être opérationnelle et d'être suivie par les assureurs. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, et il n'y aura jamais pour le moment de changement dans l'urgence. On attend toujours d'avoir encore une fois une fréquence et de s'assurer que les éléments qui pourraient donner lieu à un changement de note ont un réel impact sur le transport de marchandises. Enfin, l'historique des différentes notes est reprise aussi sur le site du Sésame avec une date de début et une date de fin. Vous retrouvez tout ça sur le site. Je terminerai mon intervention en vous indiquant les changements trimestriels qui sont prévus au 1er juillet 2021. Ils sont au nombre de 2. Alors, l'augmentation de la note du Tchad, qui va passer de la note 5 à la note 6, en garantie étendue et en garantie waterborne. C'est évidemment pour faire suite à la période d'incertitude dans laquelle le Tchad se trouve actuellement après la mort du président Idriss Déby et la prise du pouvoir par un conseil militaire dont la légitimité est contestée et avec un impact important sur le transport de marchandises. Et puis une réévaluation à la baisse cette fois pour le Qatar qui passe de la note 3 à 2, qui s'explique aussi par un événement important qui est la reprise des activités commerciales entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et le fait que les transports de marchandises s'effectuent dorénavant de manière beaucoup plus fluide entre ces deux pays. Enfin, je suis très heureuse de vous annoncer que pour répondre à un souci de pédagogie et de fluidité, le Sésame va ouvrir au 1er juillet 2021 une nouvelle version de son site Internet qui vous permet de consulter la notation des pays en risque de guerre. Vous le voyez à l'écran actuellement. Le but est de vous proposer une cartographie beaucoup plus lisible des différentes zones notées par le Sésame, avec toujours la possibilité de faire évaluer cette cartographie en fonction des dates que vous cherchez, avec à droite de l'écran que vous aurez l'historique des différentes notes. Donc on espère que cela permettra aux différents acteurs du marché français de mieux comprendre cette notation de manière plus fluide. Voilà. Merci beaucoup Mathilde Auquier. Et magie de la technologie, nous poursuivons la table ronde avec quelqu'un qui est avec nous à distance, Andrew Rosdell. Je disais du coup est responsable adjoint marine et aviation pour Theiser Belgium. Nous vous laissons la parole. Ah, d'accord, merci. J'espère que tout le monde m'entend. D'abord, je voulais remercier Monsieur Denefle, Sésame et Parimat pour m'inviter aujourd'hui. L'intention de mon discussion, c'est pour faire une comparaison avec le marché français et le marché anglais pour les risques des guerres corps et les risques des guerres facultés. Je vais essayer d'expliquer un peu l'historique. Monsieur Denefle a déjà parlé un peu sur l'historique. Des choses pour considérer, qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert. Et puis, il faut faire la comparaison plus importante sur la faculté. On voit le différence plus important. Alors, je commence avec les risques des guerres corps en Angleterre. Vers le début de Deuxième Guerre mondiale, ou Première Guerre mondiale, je veux dire, et on a créé le Joint War Committee pour aider les gens de Red Cross et St. John's pour mieux travailler ensemble, pour protéger les corps, les produits et les personnels. Maintenant, le Joint War Committee, il y a des gens de Lloyd's ainsi que des Institute Companies en Angleterre qui sont ensemble. Mais avant que je commence à discuter un peu le Joint War Committee, Monsieur Denefle a touché un peu sur le sujet, ainsi que Mathilde, commandant Chaïb. Il faut voir
va être très simple pour celles qui sont plus jeunes peut-être. Si vous êtes armateur et vous avez un navire, vous pouvez traverser le monde entier avec un taux annuel pour votre navire qui vous couvre contre les risques de guerre. Mais si vous entrez dans une zone qui est considérée plus dangereuse que l'autre, il faut payer une surprime. Et cette surprime s'appelle un breach AP. Et c'est assez important parce que le Joint War Committee, le marché français, Sésame, tout le monde regarde quand une zone devient plus dangereux que l'autre et il faut payer un surprime sur ces risques. Les breach AP représentent plus ou moins 40 à 50% du prime total pour les risques de guerre maritimes. Le War Committee, il fait pas les taux, c'est par leur rôle, et ils sont juste là pour discuter les changements des zones. Ils sont là pour aider les souscripteurs, et c'est les souscripteurs, soit à Londres ou soit en France, qui décident les prix, aussi en Norvège. Mais c'est eux qui décident le prix. Il faut payer, et les breach AP doivent être payés à jour, au lieu de prime annuelle qui est payé, bien sûr, annuel. Alors, le marché français a fait a couvert le piraterie depuis le XVIIIe siècle. Le lien entre Londres et France est très bien, ça marche très bien parce que le grand part des armateurs, ils placent pas toutes leurs affaires près d'un seul assureur. Il utilise plusieurs marchés et les courtiers directs, il fait un peu de leverage entre les marchés. Mais en général, les armateurs ont le bénéfice d'avoir plusieurs marchés pour les risques de guerre parce que les limites sont suffisamment larges aussi. Et je vais maintenant parler un peu sur le section faculté, risque de guerre faculté, et quand je viens de dire les différences avec le marché anglais et le marché français, c'est assez vaste. Après, pendant, je veux dire, la Première Guerre mondiale, on a eu le gouvernement anglais à couvrir le marchandise en transit, mais c'est suite à la Deuxième Guerre mondiale, les assureurs ont commencé à rentrer dans le marché pour couvrir le faculté en transit. Mais ils ont pris la décision de couvrir le marchandise en transit seulement quand c'est waterborne, c'est-à-dire au mer ou flottant. Ils ne couvrent pas les risques de guerre à terre. Ça, c'est exclu. Le marché, en 1982, l'exclusion clause, je ne vais pas vous lire toute la clause, mais je veux dire que le waterborne est là, comme je viens de dire, pour couvrir tout ce qui est en mer et pas le property on land. C'est tellement important ça. Il donne la couverture dès que c'est déchargé, jusqu'au moment que c'est déchargé du navire ou l'avion, dès que le cargaison passe travers les rails du navire, l'assurance arrête tout de suite. Alors Lloyd's peut bien sûr couvrir les risques de guerre à terre, il peut couvrir les risques politiques, les risques de PV. Juste pour expliquer, le PV, Political Violence, généralement, il couvre les assets fixed, le property, ce qui est fixe. Mais il peut couvrir, comme les gens de PR, Political Risk peut couvrir, les risques de guerre à terre. Mais il utilise Lloyd's, les audit codes, et chaque souscripteur doit mettre le prime de chaque audit code dans une boîte pour garder, pour être sûr qu'il y a des résultats par discipline. Le problème réel, c'est les agrégats. Il faut savoir les agrégats d'un pays ou l'autre. Alors, les cargo underwriters qui utilisent les A clauses, ils ne couvrent pas les risques de guerre à terre, mais certains peuvent faire, mais ils doivent faire une allocation du prime pour le war on land. Et ça, c'est pas pareil que le reste. Alors, pour le marché français, vous avez eu la clause de bout en bout depuis 1945, ce qui est très bien. Et le bout en bout est toujours un produit merveilleux, y compris le garantie attendu qui va avec. Alors, end-to-end, ça marche très bien parce que l'assuré est couvert jusqu'au moment que le marchandise départ quelque part et ça arrive à destination finale et peut-être même 60 jours aux destinations finales.
C'est one-stop shopping et ça marche très bien pour le marché français. Le CCR, comme avait dit Mathilde, ils ont arrêté d'offrir cette couverture vers le fin de 2016 et à Duranov jusqu'à 2018. Le produit, quand je viens de dire, que CCR a donné à l'époque, c'était très bien. Il avait donné couverture illimitée, mais avec les garanties attendues, parce que cette clause, il couvre les risques de guerre à terre, SRCC, PV, terreur, il couvre tout, y compris la détention des assets, au quoi il y a un changement de gouvernement quelque part. Alors en sommaire, c'est très convenient le passé, quand CCR était en charge pour les risques. Maintenant, c'est moins convenient parce que vous, le marché français, vous avez besoin de savoir exactement où se trouvent les assets parce que les réassureurs, surtout basés à Lloyd's, ils doivent savoir country by country agrégat, ce qui est un peu pénible, mais je pense si les risk managers et des courtiers, des assureurs locaux, Sésame, tout le monde peut travailler ensemble avec IHS, CRIM, MICA, Bluval, Maritime Systems qu'on vient d'entendre. S'ils peuvent travailler ensemble pour l'avenir, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais le good times que vous avez eu avec les CCR, c'est terminé. Mais je pense à l'avenir, tout va bien. Monsieur Rosdell. Et voilà. Oui. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, merci de participer à cette table ronde à distance. Alors, c'est un peu frustrant parce qu'il y a beaucoup de réactions de la salle. On va en partager quelques-unes. La première question, comment justifier techniquement que la garantie waterborne suive la garantie étendue pour les pays enclavés? Pardon, je n'ai pas compris la question. Il faut vous répéter? Oui. Comment justifier techniquement que la garantie waterborne suive la garantie étendue pour les pays enclavés? Vous pouvez. Alors, le garantie étendue, ça marche. Pardon, le waterborne, ça marche que pour les affaires qui sont flottants. Alors, si vous êtes ailleurs, vous pouvez pas couvrir si c'est pas sur mer, c'est pas couvert pour le waterborne, pour les cargo underwriters. Oui, non, ce qu'on peut rajouter aussi sur cette question, c'est que, encore une fois, on risque d'avoir une analyse segmentée du risque. La partie strictement maritime va donner lieu à une analyse et la partie terrestre va donner lieu à une analyse. Alors, ça ne se passe pas aussi facilement dans le flux continu des marchandises qui sont expédiées, mais lorsqu'on va avoir une période de transitataire ou lorsqu'on va avoir une période de stockage, c'est là où il va falloir que l'assuré, via son conseil, donne cette information, parce qu'à défaut de donner cette information, il risque un trou de garantie. Et une fois qu'on a cette information, eh bien, on va comparer les deux notions, ce qui s'est passé en mer et là où la marchandise se trouve à terre, pour décider s'il y a lieu de faire une tarification spécifique et à quelles conditions ça peut être fait. Alors merci effectivement pour cette double réponse. Oui. Une question effectivement plus spécifique pour terminer. Y a-t-il des passages organisés pour les navires de plaisance qui souhaitent passer par le canal de Suez pour se rendre dans l'océan Indien? C'est la question d'une personne qui a des clients qui exploitent des navires aux Seychelles et qui envisage de rapatrier ces navires en France. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la coopération navale volontaire. Je vous ai dit qu'elle était étendue depuis 2019. Elle peut être également étendue à la plaisance pour certains critères. Alors, on va pas inscrire un navire de plaisance dans un protocole sur une durée indéterminée. En revanche, un navire de plaisance qui veut aller dans un endroit particulier, à un moment particulier, peut se rapprocher de nous et on va créer un protocole qui sera limité dans le temps. Et il sera ainsi suivi et on lui donnera de l'information dont il a besoin. Une troisième question, alors en 2 mots, pas forcément évident, mais bonjour monsieur, pouvons-nous déterminer une fréquence de réalisation du risque de piraterie sur l'année? Dans le golfe de Guinée? Sur le golfe de Guinée. Sur le golfe de Guinée. Alors le golfe de Guinée, une fois de plus, les événements sont liés en particulier à la saisonnalité. Donc il est clair qu'entre octobre et mars, il y a beaucoup plus d'événements qui se produisent et d'attaques. Pour le reste de l'année, jusqu'à présent, on avait tous les mois forcément une attaque. Cette année, donc 2021, est marquée par justement un ralentissement de ces attaques. Est-ce qu'il est lié au fait que
tous les États riverains et la communauté internationale agissent de concert. Il y a de fortes chances que ce soit le cas, mais je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans 3 mois. Mais il est clair que les pirates sont obligés de se réorganiser. Ça, c'est très clair. Ils ne peuvent plus agir comme ils le faisaient il y a 2 ans. Voilà. Donc, en guise de conclusion, merci beaucoup, commandant, pour cette précision. À nous d'observer le phénomène de la piraterie sur le golfe de Guinée et d'essayer d'en faire un suivi statistique. Je crois qu'il y a 2 points sur lesquels on pourra conclure d'une façon transitoire, parce que ça laissera la parole aux intervenants qui viendront s'exprimer sur tous ces sujets cet après-midi et demain. Il y a 2 choses qui sortent de tout cela. C'est que le marché français, face à des risques qui sont en perpétuelle évolution, qui trouvent leurs racines dans l'histoire, mais qui ont aussi des expressions extrêmement contemporaines et extrêmement difficiles à gérer pour les acteurs économiques. Eh bien, contre ces risques, le marché français offre des solutions qui sont complètes, qui doivent être bien analysées, de façon à déterminer si elles peuvent être déployées à l'occasion d'une expédition maritime, que ce soit du point de vue de l'armateur ou que ce soit du point de vue de l'exportateur. Et puis enfin, la deuxième chose sur laquelle il faut absolument être sensibilisé, c'est que les crises géopolitiques obligent systématiquement à une gestion de cette menace. On a une récurrence, on a une répétition des crises géopolitiques. On ne sait pas quelle sera la prochaine. On en voit toutes les semaines quelques aspérités. Et je pense que tous les exportateurs, leurs conseils, les risques managers doivent garder cela en tête pour être en mesure d'assurer au mieux, contre le risque de guerre et le risque exceptionnel, leurs intérêts qui sont expédiés par voie maritime ou par tout type de transport. Merci beaucoup à tous les intervenants à cette table ronde. Merci beaucoup à Andrew. Et nous sommes prêts pour la prochaine intervention à l'issue de cette pause, je crois.